Bonsoir. Il est l'un des activistes anticolonialistes les plus en vue sur la place africaine. Ses thèses contre le néocolonialisme, contre le franc CFA lui ont valu de nombreux ennuis. Il est d'ailleurs passé par la case prison à plusieurs reprises. Des idées pourtant très appréciées par certains qui voient en notre invité l'un des défenseurs les plus acharnés de la cause africaine aujourd'hui. Madame, Messieurs, nous recevons Kémy Séba, la figure de proue du panafricanisme en ce 21e siècle, celui que l'on présente comme l'héritier légitime de Thomas Sankara. Kémy Séba, bonsoir. Bonsoir mon cher frère. Merci d'avoir accepté cette invitation. Le plaisir est pour moi. Vous séjournez au Cameroun depuis quelques jours. Vous avez d'ailleurs reçu un prix il y a quelques jours effectivement, le prix de leader d'opinion panafricaniste de l'année. C'est la seule raison de votre séjour au Cameroun ou alors autre chose? Alors, j'ai reçu le prix, mais il est important de préciser que j'ai demandé à ce que ce prix soit gardé, parce que j'estime que c'est à la fin du bal que l'on paye les musiciens et que le combat est loin d'être terminé. Je suis venu au Cameroun pour soutenir l'événement parce que je crois profondément que l'organisateur Paul Ella, qui est quelqu'un d'extraordinaire, a une vision et dans une démarche de bataille culturelle et qu'il veut quelque part que le panafricanisme se propage dans tous les secteurs d'activité. Raison pour laquelle il a organisé cet événement. D'habitude, je refuse systématiquement même de me déplacer pour ce genre d'événement ou de recevoir les prix. Là, quel est le sentiment qui vous anime justement après l'avoir reçu, même si vous avez refusé de le récupérer? Vous savez, on mène ce combat non pas pour des prix, je pense que vous l'avez compris. En tout cas, nous n'en faisons pas partie et nous partons du principe que si médaille il y a, ça doit arriver à la fin. Simplement, de manière précise, j'ai dit choses que je ne fais pas d'habitude. D'habitude, je refuse complètement. Là, j'ai dit, gardez-moi le prix au chaud. Je ne l'ai pas refusé formellement parce que je comprends l'état d'esprit de Paul Ella et je sais la bataille culturelle dans laquelle il se lance à travers ce genre d'événement qui est vraiment une grande première dans la dynamique panafricaniste et que c'est à encourager. Je leur ai dit simplement qu'ils gardent le prix et quand le combat sera passé à l'étape de la conclusion, là on est en plein développement très positif, mais en plein développement, et bien quand on sera arrivé à l'étape de la conclusion, ils me remettront le prix à moi ou alors à mes enfants. Une précision, leader d'opinion panafricaniste de l'année dans la catégorie homme, Kémy Séba, et dans la catégorie femme, Nathalie Yam. Tout à fait. Nathalie Yam. Avez-vous le sentiment, effectivement, en parlant de panafricanisme, que le combat panafricaniste que vous portez depuis de nombreuses années maintenant intéresse la jeunesse africaine? Est-ce qu'elle y prend vraiment des initiatives? Alors je pense que la réponse est en réalité dans votre question et que ceux qui creusent un peu savent que jamais aujourd'hui la question du panafricanisme n'a pris autant d'ampleur depuis la période des indépendances. Et c'est parce qu'il y a un travail de terrain qui est fait, un activisme précis, pas dans les plateaux télé. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de s'exprimer. Moi, mon combat politique, je fais de la télé, mais notre combat politique se matérialise surtout par nos activités de terrain. La bataille culturelle se situe, à mon sens, là. Et en ce sens, les mobilisations, la montée du sentiment anticolonialiste en Afrique francophone est en toute objectivité due en grande partie au travail politique et au risque que nous prenons, qui parfois se conclut par la prison. Et je pense que c'est la raison pour laquelle ils ont estimé nécessaire, primordial de me décerner le prix, que ce soit à moi dans la catégorie masculine ou à ma grande sœur Nathalie Yam dans la catégorie féminine. Je voudrais à présent que nous parlions de la situation politique de deux États africains, la Guinée, le Mali, deux pays secoués par des coups d'État il y a quelques temps maintenant, et à la tête de ces pays, des transitions militaires ont été placées pour gérer effectivement la transition. Je voudrais avoir votre sentiment sur ces putschs en Afrique qui sont devenus un peu récurrents ces derniers temps. Et ensuite, le regard que vous portez sur la place que la société civile occupe dans ce processus de transition. Alors moi, je pense que le coup d'État vient à la base des prétendus démocrates ou des prétendus tyrans. D'accord ? Ce sont des coups d'État institutionnels, de personnes qui se présentent pour des mandats autres que ceux qui ont été décidés par les institutions et par les constitutions. Alpha Condé n'avait pas à se représenter pour un nouveau mandat. C'est la raison pour laquelle il a été renversé, parce qu'il y avait une contestation réelle qui était présente. Le cas d'Ibeka est un peu différent, parce qu'il a été arrêté en dehors d'une histoire de troisième mandat ou autre, parce qu'il était dans une incompétence totale et dans une soumission hystérique vis-à-vis des intérêts français. C'est très important de le dire. Et partant de ce principe, je fais partie de ceux qui pensent qu'on assiste aujourd'hui dans une dynamique de laboratoire géostratégique à la convergence de deux entités, le leadership citoyen, qui s'accole désormais à des
patriotes militaires. Et la convergence de ces deux entités dans une dynamique unitaire panafricaniste donne aujourd'hui des régimes entre guillemets de transition, mais qui, à mon sens, peuvent être des pistes de réflexion pour l'avenir et la construction et la constitution de nouvelles nations qui seront dans une logique d'autodétermination. En un mot, vous saluez le coup d'État en Guinée? Je les salue tous les deux, très clairement, que ce soit en Guinée ou que ce soit au Mali, c'était des coups d'État nécessaires. Je ne les salue pas systématiquement, je ne suis pas un féru des coups d'État, mais quand les présidents renversés sont des présidents qui se battent contre les intérêts de leur peuple, il est très important de dire qu'il est nécessaire que ces derniers puissent quitter le navire. Nécessaire mais salvateur. Quand vous rentrez dans un bus, le rôle du conducteur du bus, c'est de vous emmener à la destination pour laquelle vous avez payé le ticket. Mais si il dépasse la destination et il vous conduit loin et vous pensez que c'est dans un ravin, il est de votre devoir de tout faire pour l'arrêter dans le chemin qu'il est en train de prendre. Et s'il le faut, de prendre le volant à sa place ou de prendre quelqu'un qui sait conduire et qu'il aille à sa place, même si ce n'était pas lui le conducteur initial. C'est de ça dont il s'agit. La peur, c'est pour la suite, Kémy Séba. La suite, effectivement, on parle de transition militaire. Une a été mise sur pied, sur place, au Mali. En Guinée, également, moi, j'ai peur. cette transition militaire. Oui, mais moi, j'ai peur. Là, ici, on est au Cameroun. Ça fait 40 ans. Moi, j'ai peur de ce qui se passe là. On ne parle même pas d'une question de coup d'État. J'ai peur de la gestion de l'État. J'ai peur du fait qu'un certain nombre de voix dissonantes sont muselés, sont persécutés. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce qui se dit dans l'opposition, mais je ne pense pas normal que l'on soit dans une situation, et ce que je dis là, je peux le dire aussi pour le Bénin, d'accord, où dès que quelqu'un est en désaccord, on lui donne 10 ans, on lui donne 20 ans. Moi, ils hésitent à le faire parce qu'ils savent que mon influence en Afrique francophone est grande, d'accord, mais on ne peut pas être dans une démarche de gérer les États comme ça. Donc, on pointe du doigt les prétendus teneurs de coups d'État, mais ces teneurs de coups d'État, aujourd'hui, sont portés par le peuple. Ce n'est pas le cas des dirigeants, des présidents que je viens de citer à l'instant. Et la place de la société civile dans tout ça? Elle est primordiale. Je pense que, comme le disait Zbigniew Brzezinski, que je ne porte pas dans mon cœur, mais qui est un idéologue politique américain très influent, il disait que le XXIe siècle sera la prise de pouvoir de la société civile, d'accord, puisque les élites de plus en plus discréditées finiraient par transférer le pouvoir au sein des masses. Les masses sont matérialisées sur le terrain politique par ces sociétés civiles-là. Et je veux dire, ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, on est plus influent que la plupart des politiciens institutionnels. C'est une réalité. Et c'est ce que je disais notamment il y a quelque temps à mon aîné d'1 an, Cabral Libby. Je lui dis, la voie politique institutionnelle est intéressante, mais elle a aussi son carcan. Et aujourd'hui, l'influence qu'on a, eux qui sont institutionnels, ne l'ont pas en Afrique francophone. Donc, il y a un certain nombre de réflexions à avoir dessus. Je pense qu'on doit rebâtir une nouvelle façon de faire de la politique. Quand Thomas Sankara disait « osons inventer l'avenir », oser inventer l'avenir, c'est-à-dire de ne pas reprendre les canaux coloniaux qui nous ont été imposés et faire la politique par ce biais. On avait une autre façon de faire de la politique. Et on peut lier la politique d'hier à la politique telle qu'elle doit être faite aujourd'hui. Et je vais même analyser, aller au-delà de la réalité africaine. Aujourd'hui, on a l'émergence un peu partout de mouvements citoyens qui prennent le pouvoir dans différentes nations, dans différents pays, dans différentes régions. Pourquoi ce qui est valable à l'extérieur ne peut pas l'être en Afrique? Je pense que la société civile est l'avenir du continent africain. C'est pour ça que quand tout le monde me dit « Kémy, présente-toi aux élections présidentielles », mais on se présente à un jeu quand les règles sont claires. Mais quand les règles sont truquées, aussi bien par les réseaux de l'argent, les réseaux de l'hypercapitalisme, de la prédation capitaliste en Afrique, qu'elle soit francophone ou anglophone, et que vous additionnez à cela le fait que ce système politique a été structuré par ceux qui sont nos colons, aujourd'hui par ceux qu'il était hier, il y a une autre voie à prendre. C'est Merdja, Père et Merdja, l'une des pontes pas assez, pour moi, soutenues à la hauteur de leur grandeur, des pontes du panafricanisme qui disaient que on ne peut pas combattre, je reprends leur terme dans la logique un petit peu Rastafari, on ne peut pas prétendre combattre Babylone et vouloir avoir un poste institutionnel à l'intérieur de Babylone. Babylone, c'est le système dans lequel nous sommes. Et je pense que la société civile est un système parallèle qui, justement, doit être décloisonné et doit être dans une logique d'agir de manière autodéterminée. Vous vous adressiez là peut-être à certains panafricanistes, entre guillemets parfois, qui disent justement défendre les idées panafricanistes et qui disent malheureusement avec ceux qui sont de connivence avec ceux que vous appelez les colons, les néocolons. Je ne veux pas... Qui deal avec qui vous avez dit? Qui deal parfois avec des néocolons, ceux que vous appelez les néocolons. Bien sûr. Non mais il y a une réalité, c'est que panafricanisme, c'est l'unité des diverses formes d'africanité, tout en étant dans une logique de souveraineté.
On ne peut pas agir dans la dynamique panafricaniste et demander l'aide de nations occidentales ou autres systématiquement pour nous soutenir. On peut faire des alliances ponctuelles avec des nations qui sont opposées au joug de l'hégémonie occidentale, mais on ne peut pas s'allier aux colons. Agir comme un panafricain, c'est quelque chose qui est complètement dissonant. De la même façon, moi je suis mal à l'aise, je ne vous le cache pas, de parler de panafricanisme, parce que le néocolonialisme pour moi c'est la juxtaposition de l'oligarchie occidentale et de l'oligarchie africaine. Je suis toujours mal à l'aise quand on tape sur l'un sans taper sur l'autre. Parce que la France-Afrique, c'est la juxtaposition de l'élite française et de l'élite africaine. On ne changera pas la gestion de nos États en se contentant de critiquer une partie tout en laissant sa partie sœur à l'intérieur de nos États. C'est ça qui me vaut des ennuis, c'est ça qui me vaut des menaces de mort, c'est ça qui me vaut d'être mis en prison. Moi, je ne suis pas un chevalier des plateaux télé, j'y vais, je passe. C'est un outil comme un autre et je suis moi-même chroniqueur politique télé, donc sur une de vos chaînes sœurs, donc ça ne me pose pas de problème. Mais je ne peux pas me contenter de ce combat-là. Et c'est ce qui me vaut un certain nombre parfois de coups, d'accord ? Peut-être parfois même de jalousie, de certains qui sont dans le mangeoire de nos dictateurs. Je pense qu'il faut qu'on soit capable d'aller dans une ligne, dans une troisième voie, entre les mouvements citoyens d'avant, je ne vais pas les citer, mais que ce soit au Burkina Faso ou au Sénégal qui mangent avec... les citoyens... bon, ça c'est... Vous citez les noms, mais qui marchent avec, que ce soit Georges Soros, ou qui marchent avec les ambassades occidentales, et de l'autre côté les panafricanistes qui marchent avec les dictateurs. Je pense qu'entre ces deux courants, il existe une troisième voie qui marche dans une logique d'être autodéterminée, qui peut faire des alliances politiques ponctuelles avec des nations non alignées sur l'hégémonie occidentale. Moi, je le dis très clairement, j'ai travaillé avec les Cubains, j'ai travaillé avec les Russes. Je me suis arrêté à partir du moment où ces partenaires-là, plutôt que de nous soutenir uniquement sans jamais rien attendre en retour, ont commencé à nous dire « ça serait bien que vous fassiez ça, ça, ça », parce que nous ne quittons pas un colonialisme pour en accepter un autre. Depuis quelque temps, on assiste effectivement, Kémy Séba, à la naissance d'un phénomène, la contestation de la présence militaire française dans le Sahel. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali en ont été quelques théâtres. On y a assisté l'Afrique de l'Ouest en général. Quelle lecture faites-vous de ces mouvements nés spontanément? La lecture que nous faisons de ces mouvements, ce n'est pas si spontanément que ça. C'est le fruit de plusieurs années de travail. France 24 va vous dire que c'est les Russes ou autres qui créent des mouvements pour essayer de déstabiliser leurs concurrents français. Moi, je suis depuis 10 ans, on fait le travail sur le terrain. Je ne le répète pas que sur des plateaux de télé, sur le terrain. Et toutes ces nations-là que vous venez de citer, la plupart des responsables militants sont des gens que nous avons contribué à former politiquement, avec lesquels nous travaillons quotidiennement pour qu'il y ait justement une convergence des luttes et des forces. Vous prenez le mouvement Yerewolo, que ce soit Bassaro Silla, qui est le représentant d'Urgence panafricaniste et qui est l'un des cofondateurs du mouvement Yerewolo, et qui est mon élément, mon élève, mon étudiant en politique sur le terrain du panafricanisme, que ce soit Adama Bendiara, connu sous le nom de Ben le Cerveau, qui est l'un de mes plus prodigieux élèves aussi, qui est le porte-parole de la plateforme Yerewolo, donc que ce soit aussi au Burkina Faso avec la coalition des patriotes du Burkina Faso, avec notamment parmi les deux cofondateurs principaux, que ce soit Bayala, le frère Bayala, ou de l'autre côté, le frère Boris, qui est le coordinateur et le représentant d'Urgence panafricaniste Burkina Faso, qui sont les deux qui font partie des cofondateurs de cette plateforme. Ce sont mes éléments, ce sont des frères que nous avons formés politiquement et qui aujourd'hui agissent en coordination. Donc, un peu partout, et le Niger, c'est la même chose. Donc, il y a un travail concret, matériel, qui peut être nommé, c'est ce que je viens de vous faire, qui est fait depuis un certain nombre d'années et qui aboutit à cette réalité-là. Donc, ce n'est pas des mouvements spontanés, c'est le fruit d'une ingénierie sociale qui a été faite depuis un certain nombre d'années pour que nous puissions arriver à destination. Et la destination, c'est le départ du néocolonialisme. Ce que l'on qualifie aujourd'hui de sentiment anti-français prend effectivement des proportions dans plusieurs pays africains. On l'a vu également en République centrafricaine, plusieurs pays africains, comme je disais tout à l'heure, mais juste derrière la Russie. Mais si on chasse les Français, si on fait partie les Français, pour accueillir les Russes qui vont s'installer, est-ce qu'on est véritablement sorti de l'auberge? Alors, je vais vous répondre déjà parce que vous avez mis sur le même ordre d'idées des nations qui, à mon sens, ne sont pas dans le même processus, en tout cas dans le domaine de la temporalité. Ce qui se passe au Burkina Faso et au Mali, même si en effet ils souhaitent, parce qu'il faut être pragmatique aussi, face à une force de déstabilisation aussi grande, quand vous vous séparez d'un prétendu allié qui a les moyens lourds, il faut que vous ayez la capacité d'avoir un autre allié ou d'autres alliés qui aient des moyens tout aussi lourds.
l'idéal, parce que moi je souhaite, je vous le dis, je ne vais pas le cacher, je souhaite ne m'allier avec personne d'autre que les Africains eux-mêmes. Mais le problème, c'est qu'on a 54 États, on a des dirigeants qui, pour la plupart, sont irresponsables et ne comprennent pas la nécessité de faire converger leurs forces contre un ennemi commun qu'on pourrait abattre très facilement si on s'unissait tous. Et on retrouve ça à la tête de l'État, comme on retrouve ça au niveau de la société civile, parfois. Et donc, par conséquent, compte tenu de cette réalité-là, il faut se débarrasser de la France, parce que la France est un pompier pyromane en ce qui concerne justement la logique de la déstabilisation. Ils viennent jouer les pacificateurs alors que c'est eux, comme le disait le Premier ministre Choguel Maïga au Mali, qui forment ce que l'on appelle les terroristes. Ça, ce n'est pas des fake news, c'est une réalité très concrète. Et de l'autre côté, pour revenir maintenant sur la question de la Centrafrique, parce que c'est très important, on est dans une dynamique qui est tout autre, parce que j'ai l'impression que, et ce n'est pas qu'une impression, je connais ce pays, la Russie a pris quand même une ampleur démesurée sur cette question, et ce n'est pas pour autant que la situation centrafricaine est résolue. Donc moi, pour bien connaître les Russes, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé avec eux, mon ONG a travaillé avec eux comme on a travaillé avec d'autres nations opposées à l'hégémonie occidentale, mais on a arrêté frontalement quand on a senti qu'ils voulaient nous emmener dans autre chose que dans un partenariat entre peuples libres, d'accord. Moi, je pense que la Russie n'est pas une solution sur le long terme, que ponctuellement, elle est une solution, réellement, d'accord. Parce qu'il faut qu'on se débarrasse du néocolonialisme français, qui est un faiseur de guerre sur notre continent, véritablement, parce qu'ils ont besoin de la déstabilisation pour continuer à avoir le contrôle de l'accès à nos ressources, d'accord. Mais, dans le même temps, les Russes, il faut analyser les choses froidement. La Russie soutient, disons les choses, le courant panafricaniste, entre guillemets, en Afrique francophone. Reconnaissons-le. Mais dans le même temps, la Russie soutient les structures, les nations et les partis politiques les plus négrophobes en Europe. Très important. La Russie, par exemple, serait favorable à l'élection d'un Éric Zemmour en France. Comment penser que la Russie de Poutine est un allié sincère par rapport aux réalités politiques qui sont les nôtres? Je ne le crois pas. Dire ça ne m'empêche pas que j'ai des amis véritables en Russie. J'ai l'idéologue Alexandre Douguine, avec qui je peux ne pas être d'accord sur tout, mais qui, je pense, intellectuellement, sur le terrain de la tradition primordiale et de l'alliance avec la géostratégie, a des analyses très pointues. Ça ne veut pas dire qu'on a le même regard sur qui est à l'origine, ou qui est le gardien primordial de cette tradition. Mais ça ne m'empêche pas d'être très objectif sur le fait que la Russie, si sur le long terme, on n'a pas des responsables, des présidents responsables et qui sont dans une logique de préserver les intérêts à 100% de l'Afrique, la Russie va finir comme étant un partenaire du même style que la Chine et in extenso de la France dans un autre ordre d'idée. Et de la même façon, je termine par là, la Russie a été reconnue comme étant une nation qui défend la souveraineté des nations un peu partout. Mais en Afrique, la souveraineté des nations auxquelles elle accède peut se transformer, on l'a vu avec Alpha Condé qui vers la fin, bien que maltraitant et réprimant violemment son peuple, se tournait vers la Russie, elle peut se transformer en la souveraineté des présidents plutôt que la souveraineté des populations. Donc attention au messianisme systématique que l'on veut donner vis-à-vis de nations non africaines. Il faut qu'on compte sur nous-mêmes en priorité. Je le dis, la Russie est un mal nécessaire pour l'instant, ponctuel, mais vous ne m'entendrez pas chanter, comme ça peut l'être pour certaines autres forces panafricanistes, les louanges aveuglement de la Russie, parce que la Russie, je la connais très bien, d'accord? Et je sais que la géostratégie, ce n'est pas les feux de l'amour, c'est les intérêts, mais quand vos intérêts, vous avez la sensation que les intérêts de votre peuple commencent à être menacés, il faut choisir les intérêts de votre peuple plutôt que l'argent auquel vous pouvez avoir accès. La question du franc CFA également continue de préoccuper, de faire débat, notamment en Afrique centrale, que vous présentez parfois comme la dernière poche de survivance du néocolonialisme en Afrique. Pourquoi, selon vous, on a du mal à évoluer ou à avancer sur la question? Question très importante. Déjà, il est très important de préciser que si je viens au-delà du prix, ici au Cameroun, c'est parce que l'Afrique centrale est la dernière poche ultime du néocolonialisme en Afrique. Il faut qu'on soit capable de le dire. Et donc la remise des prix n'a été qu'un prétexte, hein, c'est important de le préciser, un prétexte et aussi un soutien de ma part, parce que je soutiens les organisateurs. Sur le franc CFA, le débat a pris racine en Afrique de l'Ouest, suite à nos mobilisations, suite à nos sacrifices et nos prises de risques, disons-le, mais ne nous mentons pas. En Afrique centrale, il n'y a même pas de débat. Est-ce qu'on a entendu un assistant à des réunions dans la CEMAC qui dit on va changer la monnaie pour avoir un taux de change flexible arrimé à un panier à devises? Non, ils sont toujours dans un taux de change fixe arrimé à l'euro. Les comptes d'opération, jusqu'à preuve du contraire, fonctionnent toujours au sein de la CEMAC, à vérifier.
Et au-delà de ça, le néocolonialisme structurel français a une incidence, une puissance, une marge de manœuvre en Afrique centrale qui dépasse l'entendement. Et c'est à corréler avec l'établissement d'autocrates qui sont là depuis 40 ans, 30 ans, etc. Ça fait partie d'un système. Et quand on veut déconstruire ce système, on ne peut pas le déconstruire d'une partie sans déconstruire de l'autre. Donc le franc CFA, cette question est secouée profondément, d'accord ? On a réussi à le pousser à un niveau institutionnel en Afrique de l'Ouest. On vous rétorquera qu'en Afrique de l'Ouest également, on n'a pas beaucoup avancé. C'est vrai. C'est pas vrai. Le débat y a pris coup, le débat y est plus prégnant. C'est faux. C'est faux. Je pense que vous ne suivez pas avec attention ce qui se passe. On est aujourd'hui dans un débat institutionnel historique. Le Nigeria et le Ghana demandent à ce qu'on ait une monnaie éco à taux de change flexible arrimée à un panier à devises, sans les comptes d'opération. Et Emmanuel Macron, la marionnette du capitalisme prédateur occidental, lui-même a fait supprimer les comptes d'opération. Ça, c'est le fruit de nos mobilisations. Donc ça, c'est historique. On ne peut pas dire qu'on n'a pas beaucoup à... Non, ça a avancé. De l'autre côté, maintenant, Macron, comme il sent qu'il est en train de perdre du terrain, il a appelé son toutou Alassane Ouattara, excusez-moi, mais je dis ce que je pense, ça n'engage que moi, d'accord, pour que Alassane Dramane Ouattara puisse, avec lui, créer la monnaie, voler le nom éco de la CEDEAO, et créer la monnaie éco qui serait en réalité un franc CFA déguisé avec toujours un taux de change fixe arrimé à l'euro, puisque l'arrimage à l'euro, qui est une monnaie beaucoup trop forte pour nos économies locales, anéantit tout processus de compétitivité, mais arrange les entreprises françaises, d'accord, dans leurs exportations, dans leurs importations de manière générale, sans contrôle aucun. Mais ça défavorise justement les échanges commerciaux entre les pays d'Afrique, de la zone franc dans la zone ouest, ce qu'on appelle les pays de l'UMOA. Donc, en Afrique de l'Ouest, le débat est historique. Le Nigeria et le Ghana ne veulent pas. Ils ont repris, ils ont été dans la continuité de nos mobilisations. D'accord ? Et c'est une victoire historique. Ouais. Ils ne veulent pas un taux de change fixe arrimé à l'euro. Donc non, on a grandement avancé. Le calendrier devait faire que c'était d'ici peu de temps que la monnaie éco à taux de change flexible arrimé à un panier à devises voit le jour. Malheureusement, le Covid a dérégulé. On parlait de la fin 2021. Oui, mais ça a dérégulé. On a une crise Covid qui, si ça a détruit déjà des économies occidentales, ne nous trompons pas, évidemment que les économies africaines, on n'en parle même pas. Et donc, il y avait des critères de convergence qui devaient être respectés pour chaque pays qui adhérait justement au projet de cette nouvelle monnaie éco. Les critères de convergence ne peuvent pas être effectifs en fonction du contexte actuel. Mais on est dans un temps, il faut aussi que dans ce combat politique, on sache ce que signifie le mot patience. Le nom de notre ONG, c'est Urgence panafricaniste, parce qu'il y a des choses qu'on doit régler immédiatement. Mais maintenant, quand il y a le temps de la guérison prend le temps que ça doit prendre, c'est la nature qui fait les choses. Nous sommes au taquet, mais on avance, ce qui n'est pas le cas pour l'instant en Afrique centrale, non pas parce que les peuples ne le veulent pas, mais parce que les mobilisations sont bridées par des États qui tirent avantage du franc CFA. Puisqu'on parle d'Afrique centrale, on y reste des observateurs présents de cette région comme l'un des espaces les plus liberticides, où les droits de l'homme sont bafoués, violés, les libertés réprimées, les transitions démocratiques pratiquement inexistantes. Mais pourquoi, selon vous, cette réputation colle tant à la peau de cette... Parce que la réputation s'appuie sur des faits avérés. Je prends l'exemple, je crois que c'était au Congo-Brazzaville, un opposant qui a eu l'outrecuidance de se présenter contre Sassou Nguesso et qui finit mort. On dit que c'est le Covid, alors que, bon, a priori, le Covid avait l'apparence de militaires noirs qui se sont occupés de lui. C'est malheureux à dire, mais c'est une réalité, ça n'engage que moi, encore une fois. On vit dans des pays où la répression est maladive, ici encore récemment, et dire cela ne signifie pas, c'est très important que je le dise, moi je ne suis pas quelqu'un qui va se lever pour un candidat, je ne suis pas un camtoïste ou je ne sais trop quoi ou quoi que ce soit. Parce que je pense qu'il y a sur le terrain du néocolonialisme, il y a des choses que je ne vois pas de manière très claire dans ce qu'il dit, et j'ai besoin d'en savoir beaucoup plus sur ce terrain-là. Je sais que quand il était jeune, il avait des positions beaucoup plus claires. Ces dernières années, je trouve qu'elles le sont beaucoup moins. Mais dire cela n'empêche pas que je ne peux pas comprendre la répression que sa contestation politique a aujourd'hui. Ces militants sont arrêtés, ces militants sont réprimés. Peu de temps avant mon arrivée, il y a eu des militants justement de son parti, le MRC, qui ont été condamnés. Pourquoi? Pour des manifestations? À un moment donné, je pense qu'il faut qu'on change aussi la manière de faire. Ça n'honore pas nos dirigeants de se comporter comme ça. J'ai dit sur d'autres chaînes, et parce que je n'ai peur de rien, je le dis encore aujourd'hui, je sais que Paul Biya, il y a des Camerounais qui l'aiment. Il faut qu'on soit très clair. Et moi, je ne suis pas dans une attaque de personne. Mais quand vous êtes... Moi, je suis né en 81. Quand je suis né, le président Biya était encore là. Mais
Ça, c'est la Champions League de la longévité au pouvoir. Si vous êtes long au pouvoir, mais que vous bâtissez votre pays, tant mieux. Mais si vous êtes aussi long au pouvoir et que vous ne faites rien, à un moment donné, ça ne va pas. Ou que vous ne faites pas assez, ça ne va pas. Et mon rôle, c'est ce qui fait que je suis aussi persécuté par les divers États, c'est de dire ce que bon nombre de gens pensent. Même si je dois prendre les coups, il faut que quelqu'un ait le courage de le dire. Ça ne va pas. Et nos États sont bâtis sur la corruption, sur la malgouvernance. Alors Biya est un génie politique. Pour garder le pouvoir, il est très très fort. Dire qu'il serait aux mains de la France, ça serait malhonnête. Parce que je pense que la France trouve que c'est un allié, mais encombrant, d'accord? Mais dans le même temps, il sait jouer des diverses alliances, non pas pour développer son pays, mais pour se maintenir au pouvoir. Et ça ne va pas. Et donc je pense qu'il faut qu'on soit capable de... J'ai dit dans une émission précédente qu'il était le Léo Messi de la corruption au sein de nos États. Dire cela ne signifie pas que je manque de respect à l'homme, mais dans la fonction politique qui est la sienne, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne vais pas le dire parce que je suis au Cameroun, ça serait de la lâcheté, ça serait de la malhonnêteté. Je dois dire ce que je ressens, je dois dire ce que je pense et avancer. Au-delà du Congo, vous avez cité le Congo, le Cameroun, d'autres pays, justement, l'Afrique centrale. Dans la République centrafricaine, par exemple, le Gabon, la Guinée équatoriale, quel regard politiquement? Moi, Guinée équatoriale, je suis très clair. Obiang Nguema a des discours panafricanistes, mais encore une fois, le panafricanisme qui est dissocié de la justice sociale, ça me met mal à l'aise. Certains vont dire que Misseba est devenu un marxiste depuis 10 ans qu'il est en Afrique. C'est pas ça. C'est que quand vous arrivez dans ce continent, que vous voyez des conditions de vie aussi inégalitaires, avec des gens qui ont du mal à vivre avec 100 € par mois, et que d'autres ont des millions, d'autres ont des milliards à la tête de l'État, être à la tête de l'État, normalement, c'est pas être un homme d'affaires, c'est gérer, administrer la vie des citoyens. Et donc, moi, j'ai du mal avec Obiang Nguema. Il y a une dictature qui est féroce, qui est présente. Il y a son fils Teodorino, qui est sans doute très gentil, un grand fêtard. Mais la répression vis-à-vis de ceux qui veulent une autre façon de fonctionner, elle est violente. Si on veut faire des royautés, on fait des royautés. Et dans ce cas, on dit tel président est le roi. Et là, on accepte. Le problème n'est pas là. Mais quand vous dites que vous êtes dans une république, agissez de telle sorte que le pouvoir puisse revenir au peuple. Moi, mon problème se situe là. Voilà. Et pour terminer, avec votre pays, le Bénin, lui-même longtemps présenté comme un terreau de la démocratie, semble avoir pris un grand coup aujourd'hui, semble avoir pris un grand coup. Et le dernier coup que certains présentent comme un coup dur à la démocratie, c'est la condamnation, bien sûr, il y a quelques jours, de quelques opposants politiques, le professeur Joël Aïvo en l'occurrence, et bien d'autres, oui, qui ont été condamnés. Alors il y a deux cas. Le premier cas, le cas Joël Aïvo, c'est l'expression symptomatique d'une dictature brutale, prédatrice, néolibérale, dont Patrice Talon est le visage. Je ne vais pas changer d'une latitude à une autre. Ce que je dis ici, c'est ce que je dis au Bénin. Et c'est ce que je continuerai à dire partout. Patrice Talon est un dictateur, persécuteur, qui asphyxie son peuple. Et c'est pour ça que quand je vois parfois certains, même aux Camerounais, qui critiquent la gestion de Paul Biya, mais qui vont par la suite adhérer en disant Talon, sous prétexte qu'il construit des routes, Talon c'est bon pour alors qu'il persécute la population, je pense qu'à un moment donné, il y a une schizophrénie qu'il va falloir être capable de gérer. Même si on sait que cette schizophrénie s'explique par l'argent, bien souvent, et la corruption. Patrice Talon, si vous me demandez dans la gestion, l'expression du pouvoir, Patrice Talon donne plus de fierté aux Béninois que quelqu'un comme Yahi Boni. Quand il y a eu les attentats de Charlie Hebdo il y a quelques années, et que Yahi Boni est parti pleurer avec sa cravate rouge en costume bleu, il a mis mal à l'aise tous les Béninois. Donc Patrice Talon, pour moi, est un visage fondamental de la prédation et de la dérive autocratique en Afrique de l'Ouest. La seule nuance qu'il y a par rapport à Patrice Talon, c'est qu'on ne peut pas, il faut le reconnaître, moi je suis quelqu'un qui aime être objectif, on ne peut pas le présenter comme l'agent numéro 1 des intérêts français. Ce ne serait pas vrai. Talon, il est l'agent de ses propres intérêts et de ses propres poches. Ce qui arrange ses poches, c'est bon pour lui. Vous comprenez? Mais ce n'est pas quelqu'un qui va se battre contre le néocolonialisme. Quand le néocolonialisme l'arrange, il mange dedans. Vous comprenez? Mais ce n'est pas quelqu'un non plus dont le néocolonialisme va se servir aveuglement, parce que Talon, l'avantage qu'il a, c'est que comme il s'est fait une fortune par lui-même et par un certain nombre
de mécanismes qui ne sont pas forcément les plus honorables, mais peu importe, au Bénin. Il a été capable, c'est un scientifique de l'opportunisme, il a saisi les opportunités, les marchés, c'est pas par autre chose qu'il est arrivé là où il est. Eh bien, ça fait que l'extérieur ne peut pas lui dicter une conduite comme il le veut, donc on ne peut pas dire tu vas là, 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 comme d'autres présidents qui sont complètement dépendants de ce dernier. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ça reste sur le terrain des libertés individuelles, pour moi quelqu'un qui asphyxie profondément son peuple, et il a la chance de bénéficier d'une nation, d'une population où la peur est très présente. Moi, je voyage dans toute l'Afrique. Le Béninois est malheureusement aujourd'hui quelqu'un qui est plongé dans la peur, soit dans l'individualisme. Certains, ce qu'ils veulent, c'est juste l'argent. Donc, Patrice Talon est un bon modèle pour eux. Et ceux qui sont contre ont peur. Moi, combien de gens m'ont dit « Kémy, viens, parle, parle ». Moi, je parle. Mais quand je me retourne, il n'y a plus personne. Écureuils, ils rentrent dans leur tanière et c'est quelque chose qui doit changer. Je suis béninois et fier de l'être. Et j'estime représenter avec quelques autres le courage de nos ancêtres face à l'inique et face à l'injustice. Je ne suis pas régi par l'argent, sinon j'aurais été acheté comme d'autres il y a longtemps. D'accord ? Je suis un vigile des intérêts du peuple. Je n'aspire à rien d'autre que préserver nos peuples partout où ils sont installés, en Afrique et dans la diaspora. C'est ça ma réalité. Peut-on s'attendre à voir Kémy Séba, candidat à l'élection présidentielle au Bénin dans les années à venir? Ce n'est pas ce que je cherche, soyons très clairs. Maintenant, il ne faut pas insulter l'avenir. J'ai 40 ans. L'avenir est long. Il y a des gens qui sont élus président à 60 ans. 40 ans en politique, c'est très jeune, même si ça fait 20 ans que je mène ce combat. Je ne dis pas non, je ne dis pas oui, mais la seule chose qui me préoccupe, si vous me demandez véritablement mon avis, le pouvoir et l'influence que j'ai en tant que leader, j'aime pas le terme leader, mais bon, en tant que voix responsable citoyen en Afrique francophone, et cette liberté de ton, je ne suis pas sûr que je l'aurai si je rentre dans les institutions. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Donc, je ne me présenterai à une élection présidentielle que si j'ai des opérateurs économiques qui me laissent complètement dire ce que je pense et agir comme je le pense, d'accord, et qui sont dans une logique de vouloir changer drastiquement le système pour qu'on aille vers un autre Bénin, et surtout, parce que le Bénin n'est rien sans l'Afrique, surtout, d'abord, vers une autre Afrique. Merci Kémy Séba d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment. Madame, monsieur, merci d'avoir suivi cet autre numéro de l'invité de la semaine. Rendez-vous la semaine prochaine, naturellement, avec un nouvel invité. Bonsoir.